Disponible au printemps, 3 mots en petit, sous contrôle universel sur apple.com, la page de macOS 12.1, disponible depuis lundi soir. Un nouveau report, symbole de l'incapacité d'Apple à tenir certaines de ses promesses. Ce sera l'info de la semaine dans un instant. L'arrivée d'iOS 15.2, deuxième mise à jour notable pour iOS 15 sur iPhone et iPad. Parmi les nouveautés, Apple Music Voice, le rapport de confidentialité des apps et de nouveaux moyens pour déclencher un appel d'urgence. Les rumeurs de la semaine, quel stockage de départ pour l'iPhone 14, l'iMac Pro, le retour au printemps, et l'iPhone pliable. Et puis le tuto audio, comment créer un contact légataire sous iOS 15.2, et oui, pour l'au-delà. Pas hyper joyeux pour un numéro 69, mais super utile. Je vais vous guider pas à pas. Objectif 1h15 max pour ce 69e épisode d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Ambiance pas érotique, mais c'est quand même un plaisir de vous retrouver. Ici Benjamin Vincent, bonjour, bonsoir à chacun d'entre vous. Soyez les bienvenus dans votre rendez-vous du jeudi soir. Salut la team. Hello. Hello. Salut Benjamin. Ah, je vous salue les uns après les autres. Salut Ellie à Bitball. Bonsoir tout le monde, ravi d'avoir réussi à quitter mon lit pour vous rejoindre. Ça va un peu mieux, malgré mon teint blafard. Et on est ravis de te retrouver. Mais je suis ravi d'être là, mais je ne pouvais pas rater cette émission, car vous le savez, 69, podcast érotique. Donc je me suis dit, il faut forcément que je sois là. Salut Gilles Dunès. Salut Benjamin, oui. Il s'aime et la traversée durera toute une année. Certes. On va en parler d'ailleurs avec celui que j'ai gardé pour la fin, le meilleur forcément. Salut Fabrice Neumann. Oh bah quelle présentation, merci beaucoup. Salut les copains. Le meilleur pour la fin, on va voir. Mais super, je suis très content d'être là. C'est un plaisir comme à chaque fois. Fabrice Neumann, menteur en technologie. mentor en technologie. Si j'avais voulu la faire exprès, j'aurais pas pu. Celle-là pour le bêtisier, ça va être génial, celle-là. Mentor en technologie et auditeur d'iWeek et d'i5, notre podcast quotidien. Programme chargé aujourd'hui avec un wagon de mise à jour, Apple qui renvoie Universal Control au beau jour, le dîner d'Ellie avec toi Ellie, la maison connectée de François, ce sera pour la semaine prochaine, le regard malicieux de Gilles, forcément, et le même regard implacable de Fabrice. Aidez-nous, patreon.com/iWeek, rejoignez nos contributeurs à partir d'1,50€ seulement par épisode. i5, notre podcast quotidien avec l'essentiel de l'info Apple en 5 minutes par jour, sur Spotify et sur Apple Podcast, Twitter, @iWeekNews et le hashtag iWeekLSA pour nous écrire. Et puis bien sûr, abonnez-vous à iWeek, la semaine Apple, le podcast, sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, la version vidéo. C'est chaque vendredi. Dans un instant, Apple avale son chapeau avec contrôle universel qui attendra peut-être le prochain OS. C'est l'info de la semaine et on l'a découvert avec la page mise à jour de macOS Monterey sur le site d'Apple. Cette mention dans une petite bulle tout en bas de l'écran, disponible au printemps. Cette fonction qui devait être l'une des fonctions majeures du système apparue, lancée fin octobre avec les MacBook Pro, Monterey, le contrôle universel. Ce sera en fait pour dans 4 mois, 5 mois, peut-être plus, peut-être même pour la prochaine version de macOS. On n'est pas à l'abri d'un report carrément d'une version sur l'autre. C'est l'info de la semaine parce que c'est à nouveau Apple qui ne tient pas ses promesses. Et on en a évidemment déjà parlé dans i5, mais c'est l'occasion d'en débattre avec vous et de connaître votre sentiment sur cette déception pour tous ceux qui attendaient cette souplesse, cette fonction qui sur le papier est assez magique puisqu'elle consiste à utiliser le même clavier, la même souris, à la fois sur Mac et sur iPad, indifféremment, avec les appareils connectés et allumés au même moment. On va demander le regard de notre invité en premier, Fabrice Neumann, mentor
en technologie. Est-ce qu'Apple nous a menti sur l'arrivée de contrôle universel dans Monterey ? Menti, d'abord, on n'en sait rien. On a vu la démonstration qui avait l'air de marcher, qui nous a tous fait faire les yeux ronds. Je pense que c'était une des démonstrations les plus incroyables, les plus jolies à regarder. Moi, je me demande en fait tout simplement si ce serait pas un AirPower numéro 2. S'ils n'ont pas eu les yeux plus gros que le ventre et qu'ils se sont dit ça va être génial, on va faire une super démo. Au moment de AirPower, c'était formidable de pouvoir charger tous ces appareils. Pour rappeler ce que c'était un petit pad pour charger son iPhone, sa montre enfin 3 trucs en même temps. Ça s'est révélé être techniquement très compliqué, ça chauffait, donc ça n'a jamais marché. Et là faut bien avouer, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Ellie, je crois, dans High Five. Comment ça peut marcher un truc pareil en fait ? C'est très étonnant. Donc on a envie que ça marche. Moi j'aimerais bien. Il y a 2-3 fois, plusieurs fois au moins où je me suis dit j'aimerais bien que ça fonctionne. Je m'en serais bien servi déjà. Voilà. Donc c'est le premier truc qui me soit venu à l'esprit en me disant mais peut-être qu'en fait ils y arrivent pas quoi. Tu veux dire que contrairement à SharePlay, c'est une fonction qu'on utiliserait plus qu'une seule fois ? Alors exactement. SharePlay, c'est aussi une belle démonstration technologique qui globalement effectivement sert à rien. Et que ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme usage, absolument. Ouais. Gilles, ton regard sur ce deuxième report de l'arrivée de contrôle universel ? Alors, je ne sais pas s'il est malicieux, mais comme d'habitude, on va le trouver trop indulgent, dans la mesure où je me demande s'il n'y a pas, comme on est au confluent de plusieurs appareils, de plusieurs OS et de plusieurs interfaces, je me demande s'il n'y a pas un effet Covid et dans la mesure où les équipes n'ont pas pu travailler ensemble. Et une explication possible à l'appel et à l'impatience de Tim Cook à voir les équipes revenir travailler ensemble à l'Apple Park. Bon, c'est une hypothèse, on va me traiter de naïf éventuellement, mais non, c'est je pose ça sur idiot, la table. Non. Pas idiot, je trouve. Non, c'est pas idiot. Pas idiot. Ouais. Ellie, alors tu en as déjà parlé dans i5 de ce report, mais oui, mais justement... avec les infos complémentaires et peut-être cet indice de Gilles. Exactement, parce que du coup j'ai réfléchi depuis i5. Je me suis dit comment mais oui, parce que tu sais, i5 on est pris dans le direct, donc là j'ai réfléchi, je me suis dit mais comment c'est possible, et ensuite est-ce qu'ils ont une excuse, et en fait j'ai trouvé les deux peut-être. Alors d'abord le comment c'est possible, je vous rappelle que ce sont des keynotes virtuelles, donc il n'est pas impossible qu'il y ait eu des cuts, car ce sont des professionnels de Final Cut, et qu'en fait, entre le passage qui avait l'air très fluide, ils n'aient pas fait un réappairage juste pour la caméra, donc que ce ne soit pas un passage en douceur, mais 3 jumelages comme ça, bien montés, hop, ça, personne n'a rien vu. Un trucage, promesse. Quoi. Oui, en attendant que les ingénieurs réalisent le miracle. C'est-à-dire qu'on part d'une idée, on fait une maquette, la maquette, elle tourne super bien à l'écran, et puis ensuite, une fois que on a un peu de temps, on essaye de la faire. Il y a des spécialistes pour faire ça. Je vous rappelle que Microsoft, il a vendu son OS à IBM sans avoir une ligne de code dans les années 80. Donc, il y a des professionnels. Alors, et ensuite... Oui. Tu sous-entends qu'à la WDC, Apple nous a montré un truc qui n'existait pas. Ils nous ont montré un concept. Tu sais, Tesla nous montre un autopilote qui marche dans certaines conditions depuis des années, mais qu'on ne peut toujours pas utiliser, mais qui est super génial. Quand tu vois la vidéo de Tesla, tu le veux tout de suite. Moi, j'ai payé plusieurs fois pour l'avoir, je ne l'ai toujours pas d'ailleurs. Mais c'est pour te dire que les concepts, c'est beau, mais ce sont des concepts. Ouais. La réalité, des fois, est moins belle, mais c'est une réalité. Mais j'ai trouvé l'excuse, parce que vous êtes tous au courant qu'il y a une pénurie de composants. Vous le savez, donc ça affecte toutes les lignes de produits Apple. Mais il y avait un composant auquel on n'avait pas pensé, c'est le cerveau humain. Et je pense qu'Apple, dans cette équipe, il y a dû y avoir des fuites, peut-être qu'ils ont été débauchés. Et donc, ils n'y arrivent pas, les pauvres, et il manque de cerveau. Voilà, ça c'était pour rebondir sur ce qu'a dit Gilles, et il a raison, c'est peut-être ça. Enfin, en tout cas, c'est pas pour faire mon intéressant, mais globalement, tu viens de décrire AirPower, quoi.
C'est un peu C'est ça. Élie, Gilles, est-ce que vous partagez le sentiment de Fabrice sur l'utilité de cette fonction contrôle universel, contrairement à SharePlay qui est presque plus un gadget qu'autre chose? Totalement. Oui. Totalement. Vas-y. Là, pour dévoiler les secrets du tournage, là, je suis sur 2 ordinateurs et 2 dispositifs de pointage pour naviguer entre les deux. Donc, typiquement, c'est quelque chose qui aurait là, aujourd'hui, maintenant, à cette heure-ci, toute son utilité. Pour toi, ouais. Mm-mm. Et Élie, là-dessus, sur l'utilité de cette fonction? Ben, je pense qu'ils ont peut-être voulu être trop ambitieux. Si c'était pour pouvoir changer entre 2 ordinateurs, c'est-à-dire entre justement un desktop et un portable, mais tous les deux en macOS, c'est plus ou moins facile, c'est le même OS. Mais vouloir passer de macOS à iOS, de vouloir passer, j'ai un iPad, ça marche quand même. Là, ça devient un peu plus compliqué. Donc peut-être qu'ils ont été un peu trop ambitieux. Bon, et est-ce qu'on peut croire Apple quand maintenant ils nous disent que Contrôle Universel arrivera au printemps? Parce que jamais 203, on est au 2e report, donc... C'est comme disait Fabrice, quand des choses des fois commencent mal, parfois elles finissent mal aussi. Hein. Parce qu'AirPower, il y a eu un report, il y a eu 2 reports, et puis après, on l'a oublié, parce que là, il ne faut pas oublier qu'on parle de printemps, on ne parle pas de Q1, enfin de premier trimestre calendaire, je parle en Apple, moi. Donc avant Pâques, parce que printemps, ça veut dire WWDC. Si là, ils vont annoncer la prochaine version, il y aura d'autres fonctionnalités. Je pense que il ne faut pas à ce moment-là que justement le contrôle universel vienne éclipser toutes ces belles nouveautés qu'il y aura dans macOS 13. macOS 13. Hein. Bah oui. On est très Microsoft là, dans la mesure où la version suivante de l'OS vienne soi-disant corriger les problèmes de la version actuelle. Ouais. Fabrice, tu crois que cette fonction pourrait n'arriver que dans macOS 13? Oui, si elle arrive, du coup, vraiment, j'ai un doute maintenant, vraiment. Si jamais, de toute façon, elle arrive, je suppose que je vois pas comment elle pourrait voler la vedette à d'autres nouvelles fonctions qu'on n'a pas encore imaginées. Oui, imaginées chez Apple, mais nous, non. Il pourrait juste dire, bah voilà, ça y est, ça fonctionne, et puis c'est tout. Ils passeront à autre chose, ils vont pas refaire une démonstration pour dire waouh comme c'est bien, parce qu'ils ont fait la démonstration waouh déjà, et on l'a vu, on l'attend pour certains, et puis c'est tout. Je me demande s'il n'y a pas aussi un souci, enfin un problème, comment dirais-je, je suppose que vous avez tous vécu des problèmes de synchronisation iCloud. Tout ça repose sur iCloud, quand même, rien que pour passer la souris du Mac vers le rond de sélection de l'iPad, par exemple. Et il y a un moment, il faut que ça passe par iCloud. Et iCloud, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, en fait. Moi j'ai plein de gens, hein, j'ai des clients qui sont sur Mac, iPad, etc. Et ils me disent bon bah alors je fais une photo et ça met 1 minute à arriver dans ma photothèque sur le train. Alors en gros ma réponse, ça m'est encore arrivé cet après-midi, le temps de synchronisation de la photothèque entre 2 appareils, c'est un truc à la Fernand Reynaud, ça prend un certain temps. Bien sûr. Et voilà. Et donc, si le curseur de la souris met 1 minute pour passer du Mac à l'iPad, ça marche pas. Moi, j'ai le sentiment qu'un vrai problème, c'est cette synchronisation d'événements, en plus de fichiers, etc., par iCloud. Élie ? Oui, petit détail, justement, ça m'a fait penser, ce que tu viens de dire, à cette chose qui marche déjà, mais pas forcément toujours très bien, qui est le passage automatique d'AirPods Pro entre plusieurs appareils. C'est censé être automatique, mais ça ne l'est pas toujours. Moi, il y a des fois où ça ne synchronise pas toujours. Et là où ça marche le mieux, paradoxalement, c'est avec l'Apple TV, où c'est loin, parce qu'il voit qu'il y a un périphérique Bluetooth, et il dit, si vous voulez l'utiliser, cliquez sur le bouton de la télécommande, et là, ça synchronise. Donc, si mettez du style, un petit truc qui apparaît en disant, vous avez un iPad, vous avez un autre Mac, cliquez là ou là pour changer de contrôle, à la limite ça ne nous dérangerait pas,
et on basculerait automatiquement, ou avec un raccourci clavier, ou n'importe quoi. Mais ce fait de vouloir deviner quel est le périphérique le plus proche que nous avons envie d'utiliser, ça peut devenir compliqué. Ce qu'il faut deviner... C'est très juste, hein, pour rebondir là-dessus. Il m'est arrivé, moi, d'utiliser mes AirPods pour écouter podcast ou musique sur l'iPhone, d'appuyer sur un AirPod pour l'arrêter, et ça a déclenché la musique sur mon HomePod mini derrière. Donc là, c'est pas au point du tout, quoi. Alors si rien que ça marche pas, je trouve ça très très juste. Je pense que ça doit reposer sur des technologies très similaires. Donc si ça fonctionne pas, passer des fichiers et une souris d'un écran à l'autre, c'est pas prêt. Hein. Je pensais à ça aussi pour le passage simplement de l'iPhone à l'iPod mini, au HomePod mini, qui est censé se faire automatiquement et qui met des fois de longues minutes, et il faut le forcer à la main sur l'interface visuelle. Effectivement, Fabrice touche vraisemblablement un truc qui est très important. Alors, moi j'ai une solution. Pardon Benjamin. J'ai une solution. En entendant mes petits camarades, tu vois, les idées viennent. Et il faudrait qu'ils débauchent en interne. Hein. Le mec qui travaille justement sur le projet Apple Glass, puisque là c'est un truc à 2025, ils ont le temps de le débaucher quelques mois en interne. Parce que si on arrivait à traquer quel est l'écran qu'on est en train de regarder, parce que tous ces appareils, ils ont des caméras, maintenant il faudrait qu'on accepte d'être filmé par le système, hein, comme on est écouté par Siri. Bah, si je regarde à côté, là j'ai un iMac, vous ne le voyez pas, mais il est juste là, je le regarde et où je fais un geste vers lui, clac, il prend le contrôle. De l'autre côté, j'ai un iPad. Si je le regarde ou je fais un geste vers lui, ça peut prendre le contrôle. C'est une façon de dire, ok, c'est bien d'essayer de deviner, mais si on t'aide, devine avec nous, quoi. Pas idiot, effectivement. Dernière question sur ce dossier. En termes d'image, c'est quand même pas très bon pour Apple. On parle, et on a souvent parlé ces derniers jours même de la faiblesse du contrôle qualité, notamment à cause des soucis des MacBook Pro. Est-ce qu'il n'y a pas un problème récurrent là, et manifeste chez Apple ? Clairement. Elie ? Clairement. Oui, clairement. Hein. Et on en a déjà parlé et je continue à dire que vu les moyens qu'ils ont et vu la quantité de main-d'œuvre spécialisée qui traîne à Silicon Valley, ils devraient renforcer l'équipe contrôle qualité. Vraiment. Hein. Moi, je ne suis pas Tim Cook, mais à ma petite et modeste échelle, si je pouvais staffer, si j'avais des moyens illimités pour staffer, ce serait une de mes priorités, le contrôle qualité. Fabrice ? Je mettrais pas tout sur le contrôle qualité, mais peut-être plutôt sur aussi les velléités de marketing. Je pense qu'il faudrait aussi calmer un peu les équipes marketing pour éviter que Apple annonce des trucs en disant regardez comme ça va être beau alors que c'est pas prêt. Oui, mais tu sais pourquoi ? C'est parce que Monterey, on l'a parlé très rapidement dans i5, Monterey avait besoin d'une killer feature. Parce que sinon, si tu lui enlèves cette partie-là, Monterey, c'est un Big Sur légèrement saupoudré de quelques trucs. Mais honnêtement, moi, j'ai pas senti un besoin immédiat de basculer. Et donc, la killer feature, c'est ça qu'ils ont montré. Donc, il leur fallait ça. S'ils avaient trouvé autre chose, ils auraient mis autre chose. Et malheureusement, la killer feature peut tuer le système. Enfin, c'est une très bonne question, mais à quoi bon, en fait ? À quoi ça sert ? Ils vendent pas macOS, ils ne vendent pas iOS. Donc avoir une killer feature pour faire passer les gens, ils ont envie que les gens fassent de la mise à jour, mais globalement, ça fonctionne à peu près, je force le trait un peu exprès, mais sur les mêmes machines, pourquoi faire ? C'est pas grave. Et je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment besoin, du coup, parce que les vrais gens, c'est-à-dire pas nous, le contrôle universel, ils en ont jamais entendu parler. Hein. Oui. Il y a deux trucs, à mon sens. D'une part, c'est la façon dont fonctionne Apple depuis le retour de Steve Jobs, en fait. C'est John Rubinstein qui avait mis ça en place pour le matériel. On ne réussit pas du premier coup. On donne un objectif et puis on rattrape en cours de route. Donc, je les vois très bien se fixer un objectif avec ce contrôle universel et on met les moyens pour être prêt et si c'est pas prêt, on repousse. Et deuxièmement, pour répondre à Ellie,
c'est au bout d'un moment une certaine taille critique au niveau des équipes. C'est plus une question de moyens, c'est une question de coordination. Et plus tu as de gens qui travaillent ensemble, et plus c'est difficile à coordonner. Parce qu'il y a un phénomène d'élongation au niveau de la synchronisation. Et, comment dire, c'est comme quand tu as un bras de plus en plus long, c'est difficile après d'avoir des gestes précis. C'est un petit peu à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'ils veulent des équipes ramassées sur l'Apple Park et sur le campus d'Austin au Texas. Ok, bon, on va suivre évidemment ce serpent de mer de la dispo de contrôle universel, au moins jusqu'au printemps, donc, hein, si Apple ne fait pas de miracle d'ici là. C'est la fonction qui manque dans macOS Monterey 12.1, dont on va parler dans quelques instants, puisque c'est l'événement de la semaine, la sortie de cette première grosse mise à jour de Monterey, et puis aussi simultanément l'arrivée d'iOS et d'iPadOS 15.2. À tout de suite. C'est donc l'événement de la semaine, toute une série de mises à jour importantes. On va garder pour tout à l'heure les mises à jour de tvOS, de HomePodOS, de watchOS notamment. On va s'attaquer aux deux gros morceaux, à savoir macOS Monterey 12.1 et tout d'abord iOS et iPadOS 15.2. Une vraie mise à jour intermédiaire avec plein de nouveautés. On va les prendre une par une. Vous me dites celle qui vous donne envie d'apporter un commentaire ou de réagir. On commence par ce rapport de confidentialité des apps qui va nous permettre de savoir notamment exactement ce que Facebook vient chercher dans nos téléphones finalement, Fabrice. Alors pas seulement Facebook, je trouve que c'est vraiment intéressant comme nouvelle fonction. J'invite tous nos éditeurs à aller regarder un peu, parce que je trouve ça extraordinairement complexe. Donc ça se trouve dans Réglages, puis Confidentialité, puis il faut descendre tout en bas pour avoir le rapport de confidentialité des apps. Et là, on a la liste des applications et de l'activité réseau des applications, par exemple, de ce qui se passe. Et on tape sur une application, là je tape sur Twitter et j'ai encore un autre écran. On voit à quel site, des adresses qu'on ne voit jamais, à quel site l'application se connecte, etc. C'est très complexe. Ça met au moins le doigt sur un truc. Complet ou complexe ? Je pense que c'est les deux, parce que c'est a priori complet, mais ça ressemble à un outil je trouve pas de sniffing. C'est un sniffer réseau pour savoir ce que fait une application. Quand on se connecte à Twitter, par exemple, l'application ne va pas uniquement sur twitter.com, mais donc là je vois par exemple vidéo par tweet.com et puis proxy PSCP TV. Il y a plein de choses qui se passent en fait. Donc ça permet de mettre le doigt dessus, mais franchement, on comprend pas ce que ça veut dire. Hein. C'est ça. Donc le rapport de confidentialité, alors donc l'application fait plein de choses, mais quoi ? Moi, ça m'en dit pas plus. Hein, tu veux dire que c'est incompréhensible pour le commun des mortels, c'est ça ? Ah oui. Oui, bien sûr. Donc j'attends avec impatience des gens qui vont faire une étude d'un peu tout ça pour essayer de nous donner quelques clés d'éclaircissement. Bon, en tout cas, c'est un outil de plus pour savoir exactement ce que deviennent nos données. On peut dire ça comme ça, en tout cas. Bien sûr, parce que du coup, de voir la multiplicité, notamment des connexions réseau quand on utilise une application, je pense que ça permet de mettre le doigt sur ce qui se passe vraiment lorsqu'on utilise une application. Ouais, tout à fait. Ok. Autre nouveauté d'iOS 15.2, Ellie, les améliorations apportées aux appels d'urgence. Quoi de neuf ? Oui, en fait, avant, on était limité à une façon de pouvoir provoquer cet appel d'urgence ou interruption en cas où il se déclenche. Et maintenant, ils en ont mis plusieurs. On peut appuyer plusieurs fois sur un bouton. On peut appuyer sur 2 boutons en même temps. Donc, c'est quand même plus pratique pour certaines personnes à qui ça poserait un problème, après une chute par exemple, de pouvoir déclencher cet appel d'urgence si le système ne l'a pas fait à notre place. Donc, tout ce qui peut contribuer à sauver des vies, bravo Apple. Vraiment. Bon, beaucoup plus grand public, cette nouvelle version d'Apple Music, 2 fois moins chère, 5 € par mois au lieu de 10, mais avec un certain nombre de restrictions, pas de spatial audio et une appli qui se commande uniquement via Siri sans interface visuelle en fait.
Fabrice. Alors moi je ris, parce que alors, d'abord c'est plutôt globalement pour les posters de HomePod, parce que ça se commande à la voix. Enfin vu les performances de Siri pour reconnaître ce qu'on lui dit, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Enfin, donc comme disait Ellie, je crois il faut tester. Mais je crois que pour ceux qui ont des abonnements à Apple Music, c'est mon cas. Quand je parle à Apple Music pour essayer de lui faire jouer quelque chose, ça marche une fois sur deux. Enfin, c'est risible. Enfin, franchement, je vois pas. C'est 2 fois moins cher, mais c'est 10 fois moins bien, quoi. Gilles. Non, je suis pas d'accord. Il faut recommencer souvent pour demander un titre. Bon, moi, je prends la faute bien souvent parce que j'ai un accent absolument déplorable, à la différence de Fabrice qui est bilingue. Mais non, il y a il y a un public pour ça. Si Apple a mis des moyens pour le développer et a pris le risque de le lancer au niveau mondial, c'est que il y a des gens pour qui ça peut être utile ou au moins convenient, enfin pratique. Et il y a le public des jeunes en particulier qui font toujours 36 trucs en même temps, ont le nez collé à l'écran et peuvent lancer comme ça de la musique sur des HomePod mini colorés ou sur des AirPods. Je suis comme Ellie, je demande à voir maintenant. Fabrice. Oui, je voulais réagir sur le côté multilingue, parce que c'est, je pense, une des limitations de Siri dans ce domaine comme dans d'autres, c'est que Siri ne parle qu'une seule langue à la fois. Donc quand on utilise Siri en français et qu'on demande un titre en anglais, et ben, du coup, on le dit comment? Avec un accent français ou avec un accent anglais? Et à l'inverse, c'est pareil. Moi, j'utilise Siri en anglais, et je vais demander quoi? Francis Cabrel? Pour avoir Francis Cabrel? Ben non, ça marchera pas. Ça ne marche jamais. Enfin, moi j'ai déjà essayé. Franchement, moi, mon usage, mon utilisation m'a prouvé que là, dans ces cas-là, Siri était vraiment pas bon. Bon, en tout cas, c'est une alternative à l'Apple Music standard. 2 fois moins cher, c'est quand même un gros argument en faveur de cette nouvelle version baptisée Apple Music Voice, et donc qui nécessite d'avoir installé la mise à jour 15.2 d'iOS. Le contact légataire, on va en parler tout à l'heure, parce que ce sera le sujet du tuto audio. C'est une fonction, voilà, Fabrice, tu lèves les 2 points, les 2 pouces plutôt. Oui. Et je sais qu'Ellie, c'est une fonction à laquelle tu accordes une énorme importance aussi, parce que tu es confronté, toi, régulièrement à des cas de proches d'utilisateurs d'iPhone décédés, qui sont désespérés de ne pas pouvoir accéder aux données du défunt. Voilà. Oui, on a vécu des cas vraiment dramatiques dans nos magasins. De la famille de personnes décédées brutalement. On a vu des enfants qui disent « Mon père est décédé, je ne peux pas accéder à ces photos, je n'ai pas de souvenirs, aidez-moi s'il vous plaît ». Et puis après, on se tourne vers Apple, puisque nous, à notre niveau, on ne peut pas. Et il n'y avait pas de cadre légal, et Apple dit mais on ne peut rien faire pour vous, c'est des photos qui lui appartenaient, on est désolé pour vous mais on ne peut pas vous aider. Et c'était des drames, et je pense qu'à force d'entendre ça, ils ont fini par se dire que quand même il y a une légitimité pour la famille, pour les enfants, de pouvoir accéder à certains contenus. Imaginez quelqu'un qui décède brusquement d'une crise cardiaque, qui n'a pas eu le temps de faire un testament, qui n'a pas eu le temps de prendre ces dispositions-là. Par exemple, des informations sur ses comptes bancaires, sur ses dispositions même. Tout ça peut être aujourd'hui dans un ordinateur. Avant, c'était dans une lettre ou c'était chez un notaire. Mais bon, chez un notaire, si on a eu le temps ou si on y a pensé, mais ça peut poser de vrais problèmes. Et merci Apple encore une fois de régler ça. Fabrice, tu disais avant qu'on démarre que c'était pour toi la fonction la plus importante peut-être de l'histoire d'iOS quasiment. Oui, après, en tout cas, de 15.2 pour moi, oui, et de plusieurs versions d'iOS, oui, parce que je trouve que, comme l'a très très bien dit Ellie, c'est vraiment éminemment important.
J'ai souvent coutume de dire les données les plus importantes, et Ellie l'a noté, sur un téléphone notamment, c'est les photos, parce que les photos, on ne peut pas les refaire, les photos de ses enfants, ses petits-enfants, une fois qu'ils ont grandi, on ne pourra pas les refaire. Beaucoup de documents, on peut les retrouver, etc. Ces documents, ces souvenirs, ce qui fait la vie, ça peut être vraiment perdu. Donc je trouve que c'est vraiment important, que c'est un sujet même de société, et auquel du coup là, Apple participe. Il y a d'autres sociétés qui mettent à disposition des moyens un peu similaires. Facebook, Google proposent aussi des moyens d'accéder à un compte si on a donné l'accès à quelqu'un à l'avance. Il y a tout un tas de procédures pour s'assurer que la personne à qui on a donné l'accès ne le fasse pas n'importe comment, n'importe quand. C'est absolument capital, parce que justement, toutes ces données sont stockées dans des appareils numériques qui sont de mieux en mieux fermés pour notre sécurité, mais qui peuvent du coup nous enfermer dehors dans ces circonstances-là. Donc oui, je trouve ça éminemment important. Gilles, est-ce que tu as un regard sur cette nouvelle fonction d'iOS ? Oui, tout à fait. J'abonde dans le sens de mes deux camarades, d'autant que ça participe de la fragilité, oui, de toutes ces données qui sont les photos qui sont volatiles. Comment dire, il y a besoin de sauvegarde d'une manière générale, mais il faut pouvoir avoir accès à ces sauvegardes-là. Non, c'est vraiment comment dire. On est encore une fois centré sur l'utilisateur chez Apple. C'est ça qui est pour ça qu'on aime cette société, quoi. Deux autres nouveautés d'iOS 15.2. D'abord, on va dire cette fonction qui permet de savoir si des objets nous suivent, nous pistent, nous traquent, Ellie. Oui, on en avait parlé et c'est quelque chose d'intéressant parce que avec justement les AirTags, on s'est rendu compte que certains malins ou malandrins utilisent des AirTags pour les placer par exemple dans une voiture et suivre leurs riches propriétaires jusqu'à leur maison. Quand la voiture est arrêtée, le tracker se met en activité, alors que quand la voiture marche, non, on ne peut pas suivre quelqu'un qui se déplace, mais on peut suivre quelqu'un qui va chez lui. Et donc on peut être prévenu justement qu'il y a un AirTag qui ne nous appartient pas, bien sûr, et qui est dans le voisinage, et on peut le faire sonner pour, justement, depuis localiser, on peut le faire sonner pour voir où il est, et on peut même le désactiver une fois qu'on a repéré qu'il sonne et qu'il n'est pas à nous. Donc il y a eu après, évidemment, un certain nombre de remarques en disant « Oui, mais alors du coup, si on peut faire ça, on va pouvoir l'utiliser pour voler des AirTags et ensuite les désactiver. » Mais bon... c'est beaucoup de peine parce qu'il y a toute une procédure pour les désactiver. Il faut prouver qu'ils ne sont pas à vous. Et ensuite, bon, bref, etc., etc. Et déjà, il faut trouver les AirTags pour les désactiver. Pour un produit à 35 €, c'est peut-être monter beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est très pratique et maintenant disponible sur Android. Voilà. Ouais. Absolument, ça s'appelle Tracker Detect sur Android. Et puis une dernière fonction, alors c'est l'extension d'une fonction qui avait commencé à apparaître avec iOS 15, c'est la fonction masquer mon mail, mon adresse mail, qui maintenant est intégrée aussi dans l'appli mail, c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'envoyer un mail à partir d'une adresse générée automatiquement par le système, une adresse unique qui ne permettra pas de remonter jusqu'à vous. Ça peut être très pratique. Fabrice, hein? Ouais, alors si ça marche. Si ça marche, ça marche. Bah oui, parce que j'ai essayé de tester, et du coup j'ai trouvé ça plus complexe que prévu. Donc ça ne fonctionne que si on a un abonnement iCloud Plus, donc il faut être, absolument. Faut payer un compte Apple. Ça c'est le premier critère. Ensuite, il y a un peu de mise en place, donc il faut utiliser aussi l'application Mail d'Apple. Ça ne fonctionne pas avec les autres applications de mail. Et puis, en voulant tester ça, donc il y a un moment où on peut choisir dans l'application Mail donc l'envoi depuis quelle adresse, et puis si on en a plusieurs, on fait descendre un peu le menu, et en bas il y a choisir une adresse de masquage, je ne sais plus exactement les termes employés.
et ça m'a envoyé un message me disant il faut aller dans les réglages pour dire vers quelle adresse le message reçu sur cette vraie fausse adresse va être renvoyé. Et donc il faut aller dans les réglages, le déterminer. Et alors j'ai mis l'adresse comme adresse de renvoi, l'adresse qui est mon identifiant de mon compte Apple iCloud, et il n'en a pas voulu. Donc pour l'instant, ça n'a pas marché pour moi. Voilà. Donc j'ai trouvé ça encore un petit peu complexe. Voilà. Ok. Voilà. C'est intéressant d'aller voir ça. Des vraies fausses adresses, j'en ai en fait déjà quelques-unes, puisque j'ai utilisé pour quelques comptes la fonction se connecter avec Apple, qui utilise déjà cette fonction de private relay, là, des choses comme ça, enfin, l'équivalent. Et donc on retrouve la liste de ces vraies fausses adresses dans cet écran de configuration. Mais donc voilà, moi ça n'a pas marché, j'ai pas trouvé ça très facile à mettre en place du coup. Ok, on va suivre cette fonction effectivement de masquage de mail que j'utilise aussi parfois pour me connecter, qui est bien pratique. Et on va voir effectivement dans mail ce qu'il faut penser à paramétrer pour que ça fonctionne correctement. Un petit mot d'iPadOS qui reprend l'essentiel de ces nouveautés et qui se distingue par une vraie nouvelle interface pour l'appli télé. Ellie. Tout à fait. Ça, j'ai testé tout à l'heure. Et en mode paysage, il y a une barre latérale qui permet de naviguer beaucoup plus facilement. Et c'est vraiment bien pensé. On se dit, mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait depuis le début ? Mais tellement ça a l'air évident comme navigation. Une barre latérale quand on est en mode paysage, c'est tellement évident. Mais en tout cas, oui, c'est très bien. Et c'est la seule chose vraiment nouvelle que j'ai trouvée. Le reste ayant déjà été dans iOS. Fabrice. Et la même chose, il y a une fonction dans tvOS, on en parlera tout à l'heure. Une seule. Fabrice. Il me semble quelque chose qui est à la fois sur l'iPad et sur l'iPhone, c'est que, et peut-être sur le Mac, tiens, j'ai même pas vérifié encore, qu'on peut acheter des séries télé et des films directement dans l'appli TV, ce qui n'était pas le cas avant. Oui. C'est intéressant aussi, donc du coup dans l'iPhone et dans l'iPad aussi, j'imagine, j'ai pas regardé, il y a un onglet supplémentaire pour directement aller dans le magasin de films et de séries télé. Mais on pouvait avant, mais c'était pas aussi clair, mais on pouvait. C'est pas aussi clair, là il y a un nouveau truc en bas. Oui. Voilà. Ok, merci Fabrice pour ce dernier détail. On va passer à l'autre grosse mise à jour de la semaine, c'est évidemment la 12.1 de macOS Monterey. On passe à l'autre mise à jour majeure de cette semaine, c'est la 12.1 mise à jour pour macOS Monterey. La grosse nouveauté, c'est SharePlay sur Mac, Ellie. Youhou! Exactement. Yes, cette fonction indispensable. Si Apple nous donnait une version d'essai des applications compatibles de façon à ce qu'on puisse tester avec nos copains, parce que moi, à chaque fois que j'ai essayé, on me répond « Ah ouais, mais attends, mais moi, j'ai pas l'abonnement MyCanal, comment je fais ?»« Ah ben ouais, mais moi, j'ai pas Disney+, comment je fais ?»« Ah ben, j'ai pas Netflix. » Bon, mais je vais pas donner mes codes, hein, donc en plus, je suis pas sûr que ça marcherait avec mes codes. Change de copain. Faut que je prenne des copains plus branchés, voilà, c'est ça. En tout cas, donc maintenant SharePlay est dispo sur tous les devices. Ouais, oui. alors bon, c'est formidable. Pour citer le camarade François, il me semble qu'il a dit plusieurs fois « Ah oui, c'est bien, il faudrait essayer ». Et puis donc, on n'a jamais essayé et on le fera jamais parce que, en gros, on n'en a rien à faire, quoi. Mais on le fera parce que maintenant c'est disponible partout. On va le faire entre Mac, iPhone et iPad. On va le faire, promis. On l'a trop dit pour ne pas le faire. On est coincé. Ouais. Donc il faut qu'on fasse un test iWeek filmé et qu'on montre aux gens comment ça marche. Alors d'accord. Ouais. Quelque chose comme ça. Bon, autre nouveauté de macOS 12.1, cette fameuse détection des photos. Comment on peut dire, de nu ou des photos potentiellement problématiques, choquantes pour des enfants. À caractère déplacé, voilà. L'appli l'OS va prévenir l'enfant, mais pas les parents. C'est le contraire de ce qui était prévu au départ, mais c'est la solution qu'a finalement choisi Apple. Alors, Ellie, on t'a entendu là-dessus, on sait. Fabrice, c'est quoi ton regard sur cette fonction ?
J'ai du mal à comprendre pourquoi Apple veut absolument s'acharner là-dessus, à proposer une fonction de protection de l'enfance, comme s'il voulait se placer en parangon de la sécurité et de la bonne, de la bien-pensance. Moi, je le vis un peu comme ça. Je comprends pas trop, en fait. Ça me fait penser aussi à la fameuse phrase de Steve Jobs. À un moment, on lui a dit, mais pourquoi il n'y a pas d'application porno sur l'App Store? Et il avait répondu, il me semble, si les gens veulent voir du porno, ils ont qu'à utiliser le navigateur Internet ou aller sur Android. Je comprends pas pourquoi il s'acharne. Voilà. Gilles, je te voyais réagir physiquement. Il y a une pression des associations. Et puis, Aux États-Unis, tu veux dire? aux États-Unis, mais tant qu'on n'est pas confronté au problème, ça n'est pas un problème. À partir du moment où des gens proches ou des gens dans son entourage sont confrontés à ce genre de trucs, ça peut. Alors, c'est pas tellement la consommation de porno, de découverte de la sexualité, etc. Elie l'avait très bien dit la dernière fois. Encore faut-il savoir à quel âge on est confronté à ça, parce que ça peut être extrêmement violent en deçà de ce qu'on appelle la préadolescence, hein, c'est-à-dire grosso modo le CM2, la sixième. Mais il y a aussi tout ce qui est harcèlement, les échanges de photos qui sont volées à l'intimité des uns et des autres et détournées. Il y a quelque chose de potentiellement violent si le psychisme des gamins n'est pas prêt pour ça. Et c'est une véritable effraction. Donc c'est une question d'âge, encore une fois. Elie? Oui, mais c'est là où le système d'Apple est pervers. Parce que ce qu'ils avaient expliqué à un moment donné, c'est qu'ils floutent l'image et ils disent « Tu ne devrais pas regarder cette photo ou on pense que ce n'est pas fait pour toi. Veux-tu la regarder quand même ?» Connaissant la curiosité des enfants, c'est une incitation à ce qu'ils cliquent, quoi. C'est vraiment aiguiser leur curiosité. Et encore une fois, pourquoi, je dis ça juste en 30 secondes ou en 10, pour les rares personnes qui ne sont pas abonnées à i5, ce n'est pas bien, et qui ne m'ont pas entendu là-dessus. Pourquoi est-ce qu'Apple veut se substituer aux parents ? C'est aux parents de décider, quand les enfants sont mineurs et qui sont sous leur garde, ce qu'ils ont le droit de regarder ou pas regarder. Pourquoi l'enfant serait prévenu et pas le parent ? Je veux dire, c'est pas Apple qui élève nos enfants, hein, je suis désolé. Bon, je suis d'accord c'est avec sûr ça. que cette fonction va continuer de semer la zizanie parce qu'effectivement, les points de vue sont forcément complémentaires et pas toujours convergents. Le reste des nouveautés de macOS montrées 12.1, bah, c'est plutôt de la résolution de bugs que des nouveautés à proprement parler, hein, puisque y avait un problème notamment sur la lecture des vidéos HDR sur YouTube sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Il est a priori réglé. Il y avait un problème avec certains moniteurs externes branchés au MacBook Pro, MacBook Air en Thunderbolt, en USB-C, qui ne chargeaient pas les portables. C'est apparemment réglé. Il y avait aussi un problème quand les portables étaient reliés à des moniteurs externes au moment de l'export, notamment depuis Pixelmator et certains logiciels Adobe. C'est apparemment réglé. Et puis, évidemment, il y a ces deux bugs dont on a déjà parlé. Le bug du MagSafe sur certains modèles de MacBook Pro 16 pouces. MagSafe qui clignote et qui refuse de charger dans certaines conditions. Je ne me souviens plus lesquelles. C'était en deçà de 80%, je crois. C'est ça. Je crois. Oui, dans ce cas-là, si on était en dessous de 80%, on chargeait pas. C'est ça, oui. Dans ce cas-là, il ne chargeait que par l'USB-C, de mémoire. Et puis, les bugs que certains ont constatés, ça n'a pas été mon cas, autour de la barre des menus et de l'encoche. Moi, il n'y a rien qui m'a gêné jusqu'à maintenant. Je n'ai pas vu. Ouais. Bon. En tout cas, ces soucis sont a priori réglés. Elie,
Alors, pour une fois, c'est pas contre Apple, hein, mais je profite puisqu'on parle de macOS, et j'ai un message pour une petite société aussi un peu connue qui s'appelle Google. Donc, à l'ère du Dolby Atmos, du 7.1, du 9.1.4, de tout ça, quand est-ce qu'ils vont nous faire un YouTube, puisque maintenant ça affiche en HDR, mais qui va nous envoyer de l'audio qui correspond au fichier qu'ils nous promettent, parce qu'il y a démonstration 5.1, 7.1, alors que c'est en stéréo, puisque YouTube, quoi que vous mettiez, fonctionne en stéréo. Donc, il serait temps qu'il passe au 21e siècle. On a plus de 2 haut-parleurs. On va leur dire, c'est promis. Dans un instant, Pommes, le JT de la semaine, un format condensé qui tient compte de vos remarques. À tout de suite. Pommes, le JT de la semaine, on tient compte de vos retours exprimés notamment lors du Twitter Space lundi soir sur Twitter, 1h30 de live audio avec vous pour savoir dans quelle direction vous souhaitez qu'I5 et iWeek évoluent. Pour faire plus court et moins redondant avec i5, on vous propose désormais une actu, un condensé ramené à 3 infos. Elles sont soit nouvelles, soit suffisamment importantes pour qu'on y revienne et qu'on en débatte. Et aujourd'hui, ce sont 3 infos inédites. Et on commence par cette enquête ouverte par le ministère du Travail américain sur les conditions de travail chez Apple, Gilles. Oui, logiquement, il y a eu des plaintes. Donc, ce qu'aurait fait ici l'inspection du travail, il se penche sur les griefs qui ont été remontés par les employés d'Apple. Et en gros, Apple a répondu qu'il y avait rien à voir, rien à dire, qu'il n'y avait pas de pression particulière sur les gens qui soulevaient des revendications. Elie, est-ce que c'est pas la conséquence de l'affaire MeToo et de la libération de la parole, en tout cas partiellement chez Apple? Ou de l'utilisation du mouvement MeToo pour essayer de faire avancer un certain nombre de revendications, justifiées ou pas, c'est pas à nous de juger, mais en fait, effectivement, l'affaire vient d'une dame qui s'appelle Ashley Jovic, ou quelque chose comme ça, qui a été extrêmement active et qui était une des personnes qui a lancé le MeToo chez Apple, mais qui, pour faire grossir le mouvement, qui prenait pas l'ampleur qu'elle aurait souhaité, s'est mis dans ses communiqués à fournir un certain nombre d'informations qui sortaient du pur cadre de ses revendications. Et donc Apple a jugé à ce moment-là qu'elle dévoilait des informations confidentielles qui n'étaient pas en accord avec son contrat et a mis fin donc à son emploi en disant vous révélez des informations confidentielles, donc nous sommes en droit de vous licencier. Et elle a fait un procès en disant vous me licenciez parce que j'ai voulu pousser des revendications. Et donc là, il y a les deux positions. Mais en fait, elle a dit des choses qu'elle n'aurait probablement pas dû dire lorsqu'on travaille dans une société de haute technologie comme Apple. Mais ça, c'est mon point de vue, je ne connais pas les détails. Autre sujet dans l'actu de cette semaine, cette faille de sécurité décrite par le ministère de l'Intérieur américain comme potentiellement la plus grosse faille de l'histoire. Elle s'appelle Log4j. En effet. Donc c'est une faille qui en fait concerne une utilisation d'une librairie, donc d'une bibliothèque Java qui est utilisée dans Apache. Apache est un serveur qui est utilisé dans pratiquement toutes les versions d'OS. C'est un serveur web qui est utilisé pour des tas de choses. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une faille, ce qu'ils appellent une zero day, donc une faille de sécurité qui existe dès le début, qui, si elle est exploitée, ils n'ont pas de preuve pour l'instant qu'elle le soit, permettrait à des utilisateurs d'exécuter du code et donc de prendre le contrôle de ces machines. Et parmi des tas de sociétés qui utilisent justement cette bibliothèque de Java, il y a les plus grands noms de l'industrie, mais il y a des gens comme Disney+, il y a des gens comme Google, Apple, c'est vraiment énormissime, quoi. Donc
Il faut vraiment la combler vite. Et comme ça concerne énormément de sociétés différentes, c'est pas qu'Apple qui doit gérer ça. En ce qui nous concerne, nous, prioritairement, oui. Mais il n'y a pas qu'Apple. Donc, il y a toutes ces sociétés. Donc, c'est vraiment une faille de sécurité qui concerne toute l'industrie. Et les mises à jour sorties il y a quelques heures ne comblent pas cette faille? Pas encore. Pour les iOS, macOS, oui, probablement pas. On pourrait rebondir comme sur 2-3 éléments. Le fait que ce soit une des plus grosses failles, la plus grosse faille, ça fait des années qu'on vit tous les ans ou tous les 6 mois la plus grosse faille parce qu'il y en a tout le temps. Donc la plus grosse faille, j'en sais rien. En tout cas, je pense que c'est trop tôt pour le dire parce que par exemple, on parlait de Pegasus il n'y a pas si longtemps et c'était aussi très gros et je pense que c'est pas fini. Et celle-là, elle est probablement pas finie non plus. Java, c'est utilisé par beaucoup de plateformes. Ce dont on parle là, ça repose sur le logiciel libre et on s'aperçoit une nouvelle fois, c'est pas la première fois, qu'il y a donc tout un tas de plateformes qui utilisent des petits bouts de logiciel libre de ci, de là, qui sont maintenus par une personne dans son garage, et puis la personne, des fois, elle s'arrête, et du coup, ce petit bout, il n'est jamais mis à jour, et on l'oublie. Donc ça remet un peu à l'esprit le fait que ce qu'on utilise, c'est quand même fait de briques et de broc. Alors briques BRIC et puis BRIQE, parce que il y a plein de petits bouts partout qui sont très très difficiles à maîtriser pour tout le monde. Et pour l'anecdote, ce que je voulais raconter aussi à ce sujet, peut-être 2 petites choses. D'abord que j'ai eu la surprise de voir ma fille venir vers moi, ma fille a 16 ans, et me dire papa, il y a un truc dans Minecraft, il faut corriger tout de suite. Parce que ça touche Minecraft. Minecraft sur un ordi repose sur Java et donc dans la communauté Minecraft c'est pris très au sérieux parce que les serveurs Minecraft peuvent être pris à partie par le bug en question. Il se trouve que nous on a un serveur Minecraft à la maison que j'ai donc arrêté tout de suite pour pouvoir faire la mise à jour plus tard quand ce sera prêt. Mais comment ta fille a découvert ça? Parce qu'elle est très fan de Minecraft, elle joue beaucoup à Minecraft et elle suit aussi des youtubeurs et des événements en ligne. Ça s'appelle MCC, je sais plus ce que c'est, Minecraft quelque chose. Ouais. Et ils en parlaient, c'était pour annoncer les nouveautés de la version 1.18 et puis bientôt la version 1.19 et qu'il allait y avoir un 1.18.1 ou .2, je ne sais plus. Il fallait mettre à jour parce que c'était potentiellement dangereux pour ceux qui avaient des serveurs Minecraft. Mais est-ce qu'il y a un lien avec la faille log 4J? Mais oui, parce que c'est du Java et donc et Minecraft sur un ordi est en Java. D'accord, ok. Voilà, ça repose sur une machine Java. Voilà. On parle donc de la même cause. Oui, tout à fait, ouais. Oui, absolument. Oui. Alors, elle ne savait pas le nom de la faille, mais c'est donc celle-là dont on parle. Et donc c'est venu aux oreilles de millions de joueurs Minecraft. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et que du coup, ça me mettait aussi l'accent sur j'ai trouvé ça intéressant de voir que des joueurs de Minecraft, qui sont potentiellement aussi même plus jeunes que ma fille, ont entendu ça et ont été alertés d'un potentiel danger, de faire attention. Voilà, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ellie ? D'ailleurs, la faille permet non seulement de contrôler la machine, mais aussi d'utiliser la machine pour faire du minage de crypto-monnaies, ce qui peut attirer évidemment pas mal de convoitises. Tu voulais dire une deuxième chose, Fabrice ? Oui, une anecdote pour rappeler pourquoi les serveurs Apache s'appellent Apache. Parce que ça vient de l'anglais. En fait, c'était Apache, c'est pas tellement le nom des Indiens, c'est que c'est devenu Apache en anglais, ça se prononce Apache. Et donc Apache serveur, Apache ça veut dire fait de briques et de broc justement. Ça a été les premiers serveurs web, c'était construit par des petits bouts, donc des patchs. Et donc c'était Apache serveur, un serveur fait de petits bouts, et c'est pour ça que ça s'appelle Apache. J'ai toujours trouvé cette histoire assez marrante et que voilà, c'est l'illustration de ça. Ellie ?
Oui, et pour clôturer cette partie-là, il ne faut pas oublier que même macOS, qui est un système extrêmement évolué et peaufiné, repose sur une base de logiciels libres, faite de briques et de brocs, et dans certaines parties du code, je vous rappelle qu'il y a plus d'1 million de lignes de code dans macOS, il y a certainement des petits bouts de logiciels qui ne sont pas parfaits. Hein. Je ne pense pas qu'Apple ait relu toutes les lignes une par une. Hein. Certainement. En tout cas, il y en a un qui n'est plus chez Apple pour le vérifier, c'est le doyen d'Apple University, Dean Joel Podolny, qui vient de partir. Alors bon, un départ parmi d'autres, certes, mais quelle est la force du symbole, Gilles ? Oh, il a rempli sa mission. Il est là depuis 13 ans. Il a monté ça à la demande de Steve. Steve, il n'est plus là depuis 9 ans ou 10 ans maintenant. Et il a passé le flambeau à ses deux adjoints. Et il est allé poursuivre d'autres projets, comme ça se fait beaucoup dans la Silicon Valley. Lui vient de la côte Est, hein. Mais il a été poursuivre d'autres projets après avoir bien mérité, je pense, d'Apple. Hein. Bon, je l'ai appelé Dean Joel Podolny, mais son nom c'est Joel Podolny. Hein. Mais c'est son titre, puisque Dean c'est Voilà. C'est le doyen. C'est le doyen, exactement. Comme Virginie. Je voulais rectifier, comme Virginie, exactement. Et il est parti rejoindre une start-up, comme beaucoup de ceux qui quittent Apple en ce moment. Ellie. Oui, un point intéressant sur Apple University, puisqu'on a parlé de son doyen. Qu'est-ce que c'est qu'Apple University ? Pourquoi est-ce que Steve a créé ça ? En fait, c'est une sorte d'université interne à Apple pour former les cadres supérieurs, et en particulier, il voulait former le futur successeur ou le futur staff de direction générale d'Apple. Et donc, c'est une université où on apprend les valeurs d'Apple, les méthodes de management d'Apple, la façon de concevoir des produits d'Apple. Donc, c'était vraiment un héritage pur Steve. Et ils ont recruté quand même des éminences de Stanford, de toutes les grandes universités américaines qui venaient faire des cours de très 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 haut niveau, réservés en interne au cadre d'Apple. Donc, est-ce qu'ils en ont autant besoin qu'avant ? Est-ce que ça va continuer ? Les valeurs d'Apple, sont-elles les mêmes qu'à l'époque où ça a été créé ? Bon, voilà, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'à l'intérieur d'Apple, il y a une université pour ses propres cadres. Donc, on a appris ça, entre autres. On l'avait su quand ils l'avaient créé, mais que c'était encore... On avait oublié que ça existait, en fait. Merci, Ellie, pour cette précision. Toutes les grandes sociétés américaines, les multinationales, ont ce type d'université. Disney, Toys R Us, ça s'appelle la Joffrey School, du nom de la mascotte, la girafe. Il y a ce truc de vouloir transmettre les valeurs de la société, parce que ça fait partie, ils considèrent que ça fait partie de l'essence même de ce que les gens achètent. Et il y a aussi le fait que si jamais, quand il y a des valeurs fortes, les attentes des clients ne sont plus en adéquation avec ce que propose la société, si Apple se mettait à vendre tout et n'importe quoi et trahir les valeurs qui sont les siennes, la chute ne serait pas loin. Merci Gilles. Dans un instant, les autres mises à jour de la semaine, le dîner d'Ellie avec un peu de WhatsApp dedans notamment, le tuto audio autour du paramétrage du contact légataire sous iOS 15.2. Mais tout d'abord, les rumeurs de la semaine. Apple travaillerait toujours sur un prototype d'iPhone double écran. Alors, au plus tôt pour 2023, mais plus probablement pour 2024. C'est Ross Young, un analyste spécialiste du marché des écrans, qui remet le couvert après que Ming-Chi Kuo, au mois de mai, avait évoqué un 8 pouces pliable pour 2023 dans le meilleur des cas. Est-ce que vous voyez un intérêt à un iPhone potentiellement pliable
Oula, vous faites la moue, Élie. Alors, Fabrice. oui, c'est pour ça que je voulais dire des choses plutôt que juste de faire la moue. Juste pour rebondir. Alors, j'y vois pas trop d'intérêt, mais je prends beaucoup de précautions parce que je crains des réactions sur Twitter pour qu'ils vont nous dire que vous êtes pro Apple. Alors, tant qu'Apple l'a pas fait, vous direz que c'est pas bien. C'est possible. Cela dit, je peux parler que de mon usage personnel. Ces iPhones pliables, j'en ai tenu un déjà dans la main. J'ai toujours trouvé que c'était trop gros. Mon iPhone 10, je le trouve toujours trop gros. Non, t'as tenu un Samsung pliable dans la main, pas un iPhone. Oui. Pardon, un Samsung. Ah oui, non, pardon. Non, je ne suis pas ce dans serait un vrai scoop sinon. D'ailleurs. Non, un Samsung pliable dans la main, voilà, c'est épais, ça m'attire pas. Voilà, je dis pas que c'est pas bien fait, que ça peut pas convenir à tout un tas de gens. Comme les iPhone Pro Max à 6 pouces 7, c'est trop gros. Voilà, donc c'est pas fait pour moi. Voilà, moi je n'y vois pas d'intérêt. Et peut-être qu'on arrivera à trop vieux. Le contraire plus tard. T'es trop vieux, sûrement. peut-être, Fabrice. Ah bah oui, sûrement. Mais non, mais pour rebondir sur ce que dit Fabrice, quand je vois Samsung qui communique sur son foldable, alors je me souviens plus si c'est celui qui s'ouvre vers le haut ou celui qui s'ouvre sur les côtés, on dirait les cocottes, vous savez qu'on ouvrait... Tu as le Z Fold ou le Z Flip 3. Tu as 2 modèles. Oui. Ouais, quand je vois qu'il communique sur la consommation de vidéos, donc c'est au format 4/3, c'est croppé, alors que la plupart des vidéos maintenant sont au format 16/9, voire encore plus large. Je me dis, c'est juste pour la frime, quoi. Donc, attendons de voir si et comment Apple va inventer des usages pour tirer parti de ces nouveaux composants, mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'ait fait me dire, tiens, si j'allais voir un petit coup chez Android, ce qui se passe. Ouais. Non, mais il y a quand même un vrai... ce qu'on peut donner quand même à Samsung, c'est d'essayer de faire quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a un vrai rêve d'avoir quelque chose qui soit petit et en même temps grand. Voilà, donc je n'ai pas le sentiment qu'il soit parvenu à un résultat, en tout cas, qui, moi, me convienne. Mais il y a une vraie tentative de faire quelque chose pour sortir de ce modèle des smartphones aujourd'hui, qui sont à peu près tous les mêmes. Ils sont rectangulaires, plus ou moins hauts, plus ou moins larges, ceci, cela. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Voilà. Donc j'aime bien l'idée. Moi, dans la recherche que j'aurais plutôt tendance à penser à un iPad que je pourrais plier pour qu'il prenne un peu moins de place, pour pouvoir le transporter plus facilement, plutôt qu'un iPhone pour faire dans l'autre sens. Peut-être que je suis en train de couper les cheveux en 4. Hein. En tout cas, il y a une vraie volonté d'essayer quelque chose de nouveau, et ça, c'est vraiment intéressant. Ça me convient pas aujourd'hui, mais je trouve ça vraiment intéressant. Quelque chose de petit et qui devienne en même temps gros. Est-ce que tu veux qu'on en parle, Fabrice? Oh là là. Non, François n'est pas là, donc je ne peux pas me permettre. Bon. Fallait bien qu'il y en ait une dans cet épisode voilà. 69. Exactement. On va ramener la discussion à des concepts un peu plus, on va dire informatiques. Oui, mais quand même à des gros bazars quand même, parce que écoute, oui. l'iMac Pro, c'est censé être un gros bazar. Peut-être. Peut-être. Mais en ce qui concerne les écrans, ce qu'il y a, c'est que il faut pas partir du principe que il y a un chercheur qui trouve un écran OLED ou LCD pliable et on se dit « Ah, l'écran existe, on va fabriquer le produit autour parce que quelqu'un a un écran. » Il faut se dire « Je veux fabriquer un téléphone ou je veux fabriquer une tablette. Quelle est la technologie qui va être disponible? Comment je vais l'utiliser ?» Et on en a parlé et la meilleure preuve, si on veut parler du futur, c'est de s'appuyer sur l'imagination débordante de nos réalisateurs hollywoodiens comme James Cameron ou d'autres. Si vous avez vu Minority Report, si vous avez vu Avatar, comment est-ce qu'on utilise un écran? On a un écran qui s'étend.
en fait, qui s'étire, qui se déroule. Et on le règle à la taille qu'on veut et le reste n'est pas épais. Ça, le jour où il y a ça, je suis candidat. Je suis allé voir le téléphone pliable Samsung par curiosité. C'est un produit électronique, donc ça m'intéresse. Je suis allé le voir et je le trouve trop gros. Quand on l'ouvre, c'est pas pratique. Je suis d'accord avec Gilles pour la vidéo. Je suis extrêmement déçu de la taille de l'écran. Quand on fait du Maps, oui, mais un écran déplié pour faire du Maps, non, franchement... Non, il faut vraiment concevoir le produit avec une technologie à l'intérieur et non pas dire j'ai un écran donc je vais le vendre. Je vais mettre un peu d'électronique pour qu'il s'allume et on va le vendre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Allez, on passe à la deuxième rumeur de la semaine sur le matos. Elle concerne donc le gros bazar, l'iMac Pro. Alors, moins gros que ce que moi j'espérerais. Voilà. Parce qu'on nous parle encore de 27 pouces. J'ai l'impression qu'on est coincé au XXe siècle. Un moyen bazar, disons. Bah ouais, non mais 27 pouces, c'est la diagonale d'écran qu'on a depuis des années. Entre-temps, l'informatique a pris un peu ses aises. On a des moniteurs très très grands aujourd'hui qui valent quasiment rien. Alors pas en mini LED, pas en 120 Hz, pas tout ça, hein. L'écran qu'il y a dans les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, ces écrans qui sont absolument formidables. On sait aussi que ces machines sont assez chères. Les faire en très grand, je pense que c'est encore un vrai problème industriel. Et puis, je me dis qu'en termes de marché, pour des geeks comme nous, avoir des écrans encore plus grands, je pense que ça intéresse. Quand je parle à des gens qui ont des besoins de machines, des fois, même le 27 pouces, c'est trop grand. Et donc l'iMac 23 pouces et demi, parce qu'il n'est pas 24, je rappelle, ça correspond à plein de gens, voilà. Donc je pense que... Oui, mais il existe déjà celui-là. En fait, s'ils veulent un modèle différenciant, pourquoi pas le faire un vrai gros iMac avec un très grand écran, pas forcément mini LED. On va gagner en résolution, un peu comme le passage du MacBook Pro 17 pouces au 15 pouces, et dans un deuxième temps, on est passé au 16 pouces, et puis je suis d'accord avec ce que dit Fabrice, hein, ce que j'entends autour de moi. Le truc, c'est, j'ai pas besoin de ça. C'est trop grand. Pour plein de gens, c'est trop grand. Élie. Voilà. Et puis... Alors, justement, moi, je suis totalement d'accord avec ça, parce qu'en plus, ça vient de remarques de clients. Déjà, le 27 pouces, certains le trouvent trop gros. Le 30 pouces qu'il y a avec le Mac Pro, encore plus, parce qu'effectivement, avec une grande résolution et non pas une image plus grande, ça veut dire que quand vous êtes face à l'écran, à une distance de travail, puisque vous avez votre clavier et vous êtes devant l'écran, vos yeux vont du bas de l'écran jusqu'en haut de l'autre côté. Et à la fin de la journée, il y a une fatigue visuelle qui est beaucoup plus grande, ça a été prouvé par des médecins, lorsque l'écran est très grand. Certains traders qui en ont 2 ou 3 et les tailles les plus grandes qu'ils trouvent finissent avec des problèmes de vue affreux. Honnêtement, au-delà d'une certaine taille, c'est grand. Et moi-même, par exemple, quand j'ai pu choisir un écran pour le mettre à la maison, pour mes enfants, etc., j'ai toujours pris un 21 pouces, puisque c'était celui de l'époque. Aujourd'hui, ça serait donc un 24. Mais le 27 est trop grand. Quand moi, je me mets devant, je le trouve trop grand. Et quand j'ai un 30 pouces, puisque j'en ai un au bureau, je réduis la résolution, de façon à ce que mes yeux, ils partent pas à l'autre bout de l'univers. Donc, honnêtement, des fois, trop, c'est trop. Bon, en tout cas, la dernière rumeur, selon Ross Young, donc le même analyste que pour l'iPhone pliable, c'est donc effectivement un modèle 27 pouces à écran mini LED avec technologie ProMotion 120 Hz. Le mini LED est plutôt en état de pénurie en ce moment, donc la date de dispo de cet iMac plus grand, a priori on serait sur le printemps 2022, mais ça reste évidemment à confirmer. Et puis, est-ce que le nom de cet iMac serait iMac Pro pour le différencier du 24 pouces? Je suis pas convaincu, moi. Moi, je dis ça depuis le début. Moi, je dis ça depuis le début. Ça dépend de 2 choses. Ça dépend de la couleur, évidemment, et ça dépend du processeur qu'on met dedans. Parce que si on lui met un M1 Pro ou un M1 Max, oui, c'est un Pro. Et dans lequel cas,
ça ne serait pas un problème de le sortir au printemps, presque en même temps qu'un Mac Pro. Du coup, on pourrait avoir, au moment de Pâques, les MacBook Air qu'on attend, qui sera en M2, mais qui sont de l'entrée de gamme, et différencier l'iMac d'aujourd'hui, qui est très bien, et qui pourra un jour ou l'autre passer en M2, donc toujours entrée de gamme, et laisser une gamme Pro, peut-être effectivement en gris sidéral, avec un processeur Pro ou Max. Ça a totalement du sens, et c'est ce que j'ai dit depuis le début. Depuis des mois et des mois. Mais je suis le seul à le dire, donc. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je disais la même chose. Gilles et Fabrice, pour ce. Moi, j'y crois pas à l'iMac Pro. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. L'iMac Pro, il n'y en a eu qu'un modèle, ils l'ont jamais mis à jour à part une petite révision de Xeon parce que Intel, en gros, ne fabriquait plus le 8 cœurs, donc ils ont dit bon, bah, on va mettre le 10 cœurs à la place. Et puis c'est tout. C'était un bouche-trou, l'iMac Pro. J'ai le sentiment quand même qu'ils travaillent sur pas l'iMac Pro, mais le Mac Pro qui peut-être aurait une forme de gros Mac mini, là, on va dire ça comme ça. Le seul truc que je vois manquer à mon raisonnement, c'est les écrans. Ce qui manque chez Apple, c'est une gamme d'écrans. Il n'y a qu'un seul écran, le Pro XDR, à 6 000 €. C'est très bien, mais ça ne va pas. Donc, l'écran mini LED. Tu veux dire qu'il est un peu cher? Oui. Bah, un petit peu, voire peut-être éventuellement un peu trop grand si on se réfère à la conversation qu'on a eue juste avant. Mais l'écran 27 pouces, l'iMac avec l'écran 27 pouces, moi il me va bien s'il n'y a pas l'iMac dedans. Tu veux juste l'écran, quoi. Bah oui, moi je veux bien un écran Apple mini LED, enfin quelque chose à 120 Hz, tout ça, qui serait branché sur un Mac Pro ou un Mac Mini 2, ce qu'on veut. C'est vraiment dommage que Apple ne fasse plus d'écran, et c'est ça, pour moi c'est ça qui manque beaucoup. Mais donc je crois pas du tout à l'iMac Pro. Ouais. Et puis troisième rumeur cette semaine, elle concerne l'iPhone 14, la gamme d'iPhone qui est attendue à la rentrée prochaine. Cette prédiction avec un capteur grand angle à 48 mégapixels, alors que les deux autres, le télé et l'ultra grand angle, resteraient à 12, et puis une augmentation de la RAM, donc de la mémoire vive interne, de 6 à 8 gigas. Je ne suis pas sûr qu'on voit beaucoup la différence. Et aussi l'hypothèse d'un stockage de départ qui reviendrait à 64 gigas au lieu de 128. Est-ce que ça a un sens pour vous, Gilles, Fabrice? Absolument pas. Tu augmentes la résolution de l'appareil photo d'une part et tu diminues la capacité de stockage. Enfin, faut être logique à un moment donné, quoi. Mais enfin, puis les photos pèseront plus lourd. Non, les photos vont peser plus lourd et tu réduis la capacité de stockage, surtout sur le modèle Pro. Alors, Ellie disait dans i5 que maintenant, avec le cloud, en fait, on n'a plus besoin d'une capacité de stockage interne aussi grande qu'avant. C'est ce que disent nos clients. Hein. Moi, je retranscris ce que j'entends dans le magasin. Alors, il y a une contrepartie quand même. Il y aurait une contrepartie à cette évolution des caractéristiques, c'est qu'il y aurait du 120 Hz promotion sur tous les modèles de la gamme et pas seulement sur les modèles Pro et Pro Max. Dans l'absolu, oui, mais tu vends pas à une clientèle pro une réduction de ce que tu offres. C'est pas possible. À part dans un 3 étoiles où tu multiplies le nombre de services dans le menu et donc au total tu as le même poids de matière première qui est servie, mais sinon je les vois très très mal argumenter ça, et ça va être une levée de bouclier partout. Je vois venir le bad buzz gros comme une maison, mais mon camarade n'est pas... Non, Ellie n'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce que, en fait, les pros,
ne vont jamais acheter ni un 64 ni un 128. Ils vont acheter un 512, ils vont acheter un Tera, voire un 256 s'ils sont prudents. Je n'ai pas vu un pro qui va acheter un 128 ou un 64. Par contre, il y a des gens qui auraient besoin peut-être d'un iPhone 13 ou 14 Pro et qui ne sont pas des professionnels, mais ils veulent parce qu'il y a les appareils photo, parce qu'il y a des particuliers qui veulent le Pro à cause des appareils photo, entre autres. Et eux n'ont pas besoin de stockage. Il y a aussi des jeunes parce que c'est le nouveau modèle. Et eux n'ont pas besoin non plus de stockage parce qu'ils sont tous tout cloud. Donc un vrai professionnel qui a l'argent pour se payer un modèle Pro prendra un modèle haut de gamme. On n'a pas dit qu'Apple va limiter la gamme aux 64 Go. Là, ça serait une levée des boucliers. Ils sont capables de faire 64, 256, 512, 1 Tera, voire 2 Tera. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise dans le haut de gamme pour avoir des produits très chers. Mais si 64 permettait d'avoir un prix pour une fois à 999 €, prix psychologique en France, ça serait vraiment, vraiment une aubaine. En tout cas pour nous. C'est ce que j'allais dire si ça s'accompagne d'une diminution du ticket d'entrée dans la gamme Pro. Merci les garçons. On marque une toute petite pause et on se retrouve pour les autres mises à jour de la semaine puisque c'est une grande semaine de mises à jour à effectuer sur vos appareils. À tout de suite. Et on va commencer, Ellie, par la mise à jour 15.2 de tvOS. Quoi de neuf ? C'est une mise à jour très mineure, mais puisqu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui change dedans, sauf l'application Apple TV+, qui a simplifié son menu, et j'espère qu'elle va être adoptée dans les autres OS de la gamme, puisque maintenant, ils ont créé en haut un petit menu qui s'appelle Apple TV+, et quand on clique dessus, sur TV+, il y a séries et films, et là on accède au catalogue, c'est-à-dire qu'on n'est pas confronté dès le départ avec les films qu'il faut acheter, qu'il faut louer, les films qu'on a déjà dans la bibliothèque, les films qui viennent d'autres applications. La version actuelle est très confuse et la nouvelle version dans la 15.2 est extrêmement simple. Il y a 3 onglets en haut, il y a Bibliothèque, TV+, et Regarder qui contient les conseils. Et j'ai regardé en 30 secondes juste avant le début de l'émission et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple et beaucoup plus logique. Quand on clique sur Apple TV+, on a le choix de film, série. Donc c'est limpide, hein. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt mieux. Voilà, mais c'est la seule chose que j'ai trouvée. Bon, voilà pour cette mise à jour de tvOS. Nouvelle mise à jour aussi pour HomePodOS. Gilles, est-ce que tu as des petites infos pour nous ? 2 personnes, voire davantage, à l'intérieur d'un même foyer, vont pouvoir s'adresser à Siri à travers le HomePod et pouvoir avoir une réponse à peu près cohérente sans perturber la reconnaissance vocale du titulaire du compte. Et, évidemment, Apple Music Voice. Puisque ça, on va la retrouver dans toutes les autres. Bien sûr. Et puis, pour nos amis et voisins belges et suisses, le français en Belgique et en Suisse est aussi supporté dans Siri, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce que s'ils l'ont ajouté, c'est que ça y était pas. Assez surprenant, mais en tout cas, c'est le cas maintenant. Vous pouvez parler à Siri en français si vous êtes en Belgique ou en Suisse, et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour nos voisins. WatchOS 8.3, est-ce que l'un de vous a eu l'occasion de faire cette mise à jour et de constater l'intérêt des nouveautés ? Ellie ? Oui, je l'ai faite, et la seule chose que j'ai trouvée, c'est la possibilité d'avoir, encore une fois, Apple Music Voice. Donc, oui, mais c'est la seule chose. Au moins, c'est cohérent. J'ai cru voir qu'il y avait aussi une résolution de bug qui faisait que certains qui utilisaient la montre pour faire de la méditation pouvaient quand même recevoir des textos pendant leur méditation, ce qui était un petit peu dérangeant. Donc du coup, ils ont corrigé ce bug-là. Excellent. Donc voilà, mise à jour 8.3 pour votre Apple Watch. Et puis pour les développeurs, à noter cette nouvelle version de Xcode, la 13.2. Allez, dans un instant, on met notre serviette autour du cou et on se retrouve autour de la table d'Ellie pour son dîner. À tout de suite. Le dîner d'Ellie, entrée plat dessert avec toi Ellie. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Alors écoute, je vais faire léger, vu que je sors d'un gros problème gastrique, donc on va faire un petit dîner léger. T'es pas obligé de tout nous dire, hein.
Non, mais bon, c'est l'enfer. Bref, donc non, j'ai pas le droit de manger quoi que ce soit aujourd'hui, donc je suis obligé de vous faire un dîner light. Donc, alors, une petite entrée très légère pour les utilisateurs de WhatsApp. Donc, WhatsApp a enfin rajouté une petite chose qui avait été demandée depuis très longtemps, qui est la possibilité de cocher ou décocher dans une conversation le fait de qui l'a vu la dernière fois pour une personne. C'est-à-dire que quand on est dans une conversation et que vous mettez un message, vous savez immédiatement que le message a été vu par votre correspondant ou lu à telle heure. Et apparemment, ça gênait des gens, probablement au bureau, parce que si vous avez vu un message auquel vous êtes censé répondre il y a 2 jours et que vous n'avez pas répondu, ça la fout un tout petit peu mal vis-à-vis de votre chef. Et donc maintenant, vous pouvez, c'est une décision qui est de votre côté, dire « je veux que mes correspondants voient ou pas quand est-ce que j'ai lu leur message ». Bon, petite chose, hein, mais pratique. Voilà. Il suffit de le régler. Bon, voilà, un petit twist supplémentaire dans WhatsApp. Je crois que l'accusé de réception était déjà activable ou pas, mais là, la distinction, c'est que c'est pour les gens qui ne sont pas dans nos contacts, si j'ai bien compris. Exactement. Bon, voilà, petite entrée, là, on est encore en appétit pour le plat, Ellie. Alors oui, mais un plat qui, moi, m'avait l'air tout à fait alléchant quand je l'ai vu, mais en fait, j'ai été déçu presque en le goûtant, c'est-à-dire, bon, je ne l'ai pas goûté vraiment, mais pour que vous compreniez, j'ai vu une info qui, en plus, n'était pas dans le domaine vraiment Apple, même si ça doit marcher avec. Il y a une société qui s'appelle Oppo. Et Oppo, en fait, moi, je les connais depuis longtemps parce qu'ils faisaient un des meilleurs lecteurs de DVD du marché. Donc, cette société qui, jusqu'à maintenant, avait donc fait des produits plutôt bien placé, plutôt technologiquement sympathique. Ce lecteur de DVD, ils ont fait un lecteur de Blu-ray bien sûr, et puis ils ont fait toute une gamme de téléphones. Et là, ils ont annoncé avec carrément une keynote, qu'ils allaient sortir des Oppo Air Glass. Et je me suis dit, ça y est, encore un qui se lance sur les lunettes de réalité augmentée. Donc évidemment, j'ai foncé pour regarder cette keynote pour voir à quoi ressemblaient ces lunettes Air Glass de chez Oppo. Et c'est là où j'ai été vraiment très déçu parce que vous pourrez regarder la vidéo, on mettra le lien pour ceux qui veulent voir ça. D'abord, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à une moitié de lunettes. C'était comment ces lunettes Snapchat Non, les lunettes qui... c'est les Google Glass. Google qui avait fait des lunettes. Oui, les Google Glass. Oui, c'est ça, les Google Glass, dans le sens où il y a une branche qui est extrêmement épaisse qui contient toute l'électronique. Et quand je vous dis une demi-lunette, c'est parce qu'il y a une optique qui va jusqu'à la moitié du visage. Donc en fait, vous mettez une branche de lunettes et un truc devant un œil. Et donc je me suis dit, mais c'est pas des lunettes. Albator. C'est juste strange. Capitaine Crochet donc, direct. Mais ils étaient très très fiers de ça, donc j'ai un peu avancé parce que c'était long dans cette keynote et pour voir à quoi ressemblait l'interface. Et en fait, l'interface, il vous affiche plutôt du texte, voire des petites lignes en vert, donc terminal des années 70. Donc je me dis, des lunettes de réalité augmentée qui peuvent vous afficher un texte, effectivement une traduction de menu, ou qui peuvent vous afficher une petite flèche pour que vous alliez dans une direction, mais c'est du format texte d'il y a un siècle, quoi. Je veux dire, quel intérêt de faire des lunettes de réalité augmentée pour afficher du texte. Il faut appeler Tim Cook pour lui dire d'arrêter le développement des Apple Glass. Je crois que c'est augmenté par l'œil qui n'a pas d'appareil devant. Tu es obligé d'acheter le modèle suivant et donc de pour remettre mettre l'autre pour l'autre œil. Tu achètes 2 lunettes. Tu es obligé de remettre au pot du coup. Bon, t'as un modèle pour l'œil gauche ou pas, ou c'est que l'œil droit? Celui qu'ils ont montré était œil droit, mais je pense qu'ils doivent fabriquer l'autre aussi. Mais un monocle en fait. Mais alors. Et tout ça pour la modique somme de combien? Alors justement, on ne sait pas parce que la keynote s'adressait à des développeurs parce qu'ils veulent attirer toute la communauté de développeurs pour qu'ils aient des applications pour le lancement qui va intervenir. On ne sait pas quand, pour un prix qu'on ne connaît pas et pour afficher du texte sur un œil. On va fermer l'autre s'il y a du soleil pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il dit là. Ils ont inventé le Minitel. Donc, mais honnêtement, regardez-le, je vous ai mis le lien, vous pouvez le voir, on le mettra sur... Mais
expliquez-moi à quoi ça sert. Parce que, franchement, bon, parce qu'autant prendre l'iPhone si c'est pour regarder. Bien sûr. Bon, Enfin, voilà, alors, donc... bon, on passe au dessert, parce que c'était presque un dessert, c'était délicieux comme un dessert. Oui, ben justement un petit dessert, puisque c'est en fait, comme c'est la fin du repas, ben, je profitais pour vous parler de la fin d'une histoire dont on vient de parler tout à l'heure. Vous vous rappelez d'un Pegasus, un petit logiciel un peu intrusif? Bien sûr. Eh bien, il semblerait que l'histoire va connaître une fin plus rapide que prévu, mais qui peut avoir des conséquences, puisque la société NSO, sous différentes pressions, et vous savez qu'il y a même maintenant plusieurs plaintes contre elle, y compris des plaintes de gouvernement, donc d'État, par rapport à l'utilisation de ce logiciel, aurait décidé d'arrêter son activité, c'est-à-dire en fait de supprimer le logiciel Pegasus et de dissoudre la société. Peut-être qu'ils se consacreront à d'autres choses, mais le problème quand une histoire se finit comme ça en queue de poisson, c'est que maintenant il y a des tas de gens qui savent que c'est possible de pirater des ordinateurs et qu'il y a une société qui a du code qui a permis de le faire, et des employés qui vont peut-être être licenciés qui savent faire ce genre de choses. Donc la possibilité que des employés mécontents parce qu'ils ont été licenciés dans des mauvaises conditions et qui ont des bouts de code, voire le code entier, que ce logiciel du coup passe un peu dans le darknet ou qu'il soit utilisé à des fins justement un peu plus dangereuses, est un danger potentiel. Il faudra vraiment qu'ils prennent beaucoup de précautions si on veut éviter ce type de désastre, parce que pour l'instant, si j'ai bien compris, même si c'est une société indépendante, il était quand même soumis à un contrôle très strict de la part non seulement du gouvernement israélien, mais des autres gouvernements, puisqu'ils ne traitaient quasiment que d'État à État, donc il ne traitait pas avec des particuliers ou avec des sociétés. Enfin, vu le prix d'ailleurs, ça aurait été compliqué. Mais il ne faudrait pas que justement, maintenant qu'on sait qu'il y a ce type de possibilité, ça aille dans la nature. C'était, voilà, une petite inquiétude, mais en même temps la fin d'une histoire. Ok Ellie, merci beaucoup pour ce dîner. Je vous retrouve dans quelques instants pour vous montrer qu'on peut très facilement désigner un contact légataire, quelqu'un qui pourra accéder à vos données après votre décès. Je sais, c'est pas forcément hyper fun, mais c'est un sujet très important. À tout de suite. Le tuto audio, et oui, aujourd'hui c'est le genre de formalité dont on préfère souvent éviter de parler, mais en le prévoyant, vous faciliterez énormément la vie et le deuil de vos proches après votre disparition. L'enjeu, c'est de donner l'accès à vos données à une personne de confiance qui pourra les obtenir d'Apple après votre disparition. C'est l'une des nouveautés donc d'iOS 15.2. Et donc la première étape pour vous, c'est d'effectuer cette mise à jour sur votre iPhone ou sur votre iPad. Vous êtes prêts les garçons ? Je vais vous guider pas à pas et vous montrer comment faire pour donc créer un contact légataire. Alors sur votre iPhone ou sur votre iPad, il faut commencer par aller dans Réglages. Vous avez l'habitude, tout en haut de la page des réglages, vous avez votre nom, et donc vous cliquez dessus. Vous allez accéder à un nouvel écran. Il faut scroller un petit peu et cliquer sur Mot de passe et sécurité. Dans ce nouvel écran, vous avez une ligne qui n'existait pas dans la version précédente, qui est Contact légataire. Vous cliquez dessus, puis sur Ajouter un contact légataire. À ce moment-là, iOS va vous proposer de choisir parmi les membres de votre famille, en tout cas ceux qui sont indiqués dans le partage familial si vous l'utilisez déjà. Soit vous choisissez un ou plusieurs des membres de votre famille, soit vous pouvez choisir un autre contact, et donc vous allez pouvoir piocher parmi tous vos contacts celui ou celle qui va devenir votre contact légataire. À la fin du processus, vous obtenez un code d'accès unique que vous pouvez choisir de partager par mail ou d'imprimer. Cette clé unique va également être stockée automatiquement dans les réglages de l'identifiant Apple de votre ou de vos contacts légataires. Parce que oui, vous pouvez ajouter plusieurs contacts légataires. Par exemple, si vous avez plusieurs enfants,
chacun de vos enfants peut devenir contact légataire. Alors maintenant, on va se projeter dans l'avenir, un avenir que je vous souhaite évidemment pas. Après votre décès, pour solliciter l'accès à vos données, l'un de vos contacts légataires devra se rendre sur un site spécialement mis en place par Apple qui est digital-legacy, legacy.apple.com. Et en fait, il n'y a qu'un seul bouton qui est demander l'accès. À partir de là, soit vous entrez un identifiant Apple qui a déjà été utilisé au moment où vous avez désigné votre contact légataire, soit il ne l'a pas été, et dans ce cas-là, le code que vous aurez fourni par mail ou sous forme papier à votre contact légataire lui permettra de s'authentifier quelque part et de demander, de lancer la procédure auprès d'Apple pour qu'il accède in fine à vos contacts. Élie? Oui, juste un point, parce que je le faisais pendant que tu nous donnais le tuto et ça marche très bien. Ce que dit Apple, c'est qu'il faut fournir un certificat de décès, il faudra certainement l'uploader. Donc même s'il a la clé de sécurité, il faudra ça. Oui, bah, je voulais pas le préciser, mais évidemment, il faut prouver que vous êtes mort. Bon, oui. Bon, c'est un détail, mais effectivement, c'est un détail important. Ouais. Bah, c'est un détail important, du coup. Oui. Ouais. Oui, mais du coup, ça limite l'intérêt Enfin, c'est bien ce qu'Apple avait dit qu'il ferait, mais au début, lorsqu'on a parlé d'iOS 15 et de ces fonctions-là, il y avait aussi la possibilité de nommer une deuxième personne dans le cas où on a un problème d'identifiant Apple, etc. On pouvait avoir des contacts permettant d'accéder et de déverrouiller le téléphone. Et en fait, cette fonction, c'est finalement traduit par cette fonction légataire qui limite beaucoup, parce qu'il faut être mort, hein. Il ne faut pas avoir oublié le mot de passe. Donc, alors, c'est différent du contact de secours. Hein. Ah, ok, pardon. C'est deux choses différentes. Le contact légataire, c'est après votre mort. D'accord. Et contact de secours, c'est tant que vous êtes encore vivant, si vous perdez votre accès, quelqu'un d'autre peut le récupérer et vous aider à le récupérer. Ok, je croyais que l'un avait évolué vers l'autre. Si les deux existent... Les deux existent. Et le contact de secours existait déjà dans iOS. Ok. Donc d'ailleurs, je suis rassuré. Nous avons fait un tuto il y a quelques semaines vers lequel je te renvoie, mon cher Eli. Mais je vais regarder alors. Bon, en tout cas, c'est une fonction hyper importante. Ça se fait vraiment, vous l'avez vu, en 2 minutes, hein, montre en main. Donc, voilà, on n'a pas envie d'y passer, mais réfléchissez-y et pensez à le faire. Ça peut créer une grosse différence le jour où, évidemment. Nos coups de cœur de la semaine. On commence avec toi, Ellie. Tu as 1 minute pour nous parler de ton coup de cœur. Bah écoute, j'ai essayé d'être raccord avec le numéro de l'épisode d'aujourd'hui. Donc simplement, je vous renvoie vers les livres ou les films, hein, suivant votre choix, de quelqu'un d'assez connu depuis un certain temps qui s'appelle Erika James, qui a écrit quelque chose qui s'appelle 50 nuances de gris. Une trilogie, hein, donc un peu érotique, chic. Qui a donné après 3 films, mais en fait les bouquins, on a écrit 3 autres, hein, puisque il y en a 6 dans cette collection, plus un autre livre, et c'est assez bien écrit, c'est érotique sans être trop poussé, on va dire. Et comme c'était l'épisode 69, c'était l'occasion ou jamais de parler un peu de cette dame et de ses films, qui ont tous connu un énorme succès planétaire. Et comme c'est une femme qui les a écrits, en plus, on va dire que c'est un érotisme chic et pas trop vulgaire. Voilà. Bon, c'est pas très Apple tout ça. Hein. Oh écoute, c'est pourtant, bizarrement, c'est dans le store film, hein. Mais on peut les télécharger. Ah ben oui, sinon je ne me serais pas permis. Ah bon, je préfère. Alors je sais pas, Fabrice, si tu as un coup de cœur. Tu en as un. Ah bah vas-y, alors à toi l'honneur. Alors c'est Microsoft, mais ça marche sur Apple aussi. Moi j'ai remplacé le navigateur Chrome de Google par le navigateur Edge de Microsoft. Et dedans, il y a une fonction, alors du coup j'ai pas vérifié puisque je n'ai pas Chrome, mais il y a une fonction que j'ai redécouvert il y a peu de temps dans le navigateur Edge.
Donc quand on va dans le menu, c'est sur les 3 petits points de suspension en haut à droite, et ensuite il y a un sous-menu qui s'appelle Applications, et dedans on trouve une fonction qui s'appelle Installer ce site en tant qu'application. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment très pratique pour avoir une icône pour lancer un site comme si c'était une application. Et donc par exemple, si vous êtes sur YouTube et que vous utilisez cette fonction, ça va créer une application avec l'icône de YouTube que vous pouvez mettre dans le dock du Mac, et ça va lancer le site YouTube dans une fenêtre simplifiée du navigateur et indépendante en fait du navigateur Edge. Et mon usage pour ça, c'est que j'utilise Microsoft Teams avec plusieurs entreprises, et ça me permet du coup d'être connecté à plusieurs comptes Teams en même temps, ce qui n'est pas possible au sein de l'application Teams pour Mac. C'est possible sur iPhone et iPad, mais ce n'est pas possible sur Mac. Et quand on utilise cette fonction de Edge, on peut être connecté à plusieurs comptes en même temps, et je trouve ça très pratique. Voilà. Ok. Et ça tourne sur macOS et iOS ou uniquement macOS ? Ça, c'est que macOS. macOS. C'est que macOS. Ça correspond un peu à la fonction de ajouter à l'écran d'accueil de Safari, justement, pour avoir l'icône d'un site web qui se transforme comme une application. On peut faire ça dans Safari avec le bouton partager. Et dedans, dans le bouton partager, dans le menu qui s'affiche dans Safari, on va avoir ajouter à l'écran d'accueil, et ça correspond à ça, en fait. Ça, c'est vraiment pratique. Et tu le télécharges de l'App Store, parce que je ne l'ai pas trouvé. Microsoft Edge, non, pas dans l'App Store, ça se trouve chez Microsoft. Ouais. D'accord, parce qu'ils auraient pu le mettre dans le Mac App Store, tant qu'à faire. Parce que j'en avais entendu parler. Ils ont mis Office, Word, Excel, tout ça, mais ils n'ont pas mis Edge, que je sache. Ouais, parce que quand j'avais vu la news, je suis allé dans le Mac App Store et je ne l'ai pas trouvé, donc je me suis dit, c'est pas sorti. Et donc, c'est bonne info, parce que justement, ça m'intéresse aussi. Merci Fabrice pour ce coup de cœur. Microsoft, une fois n'est pas coutume. Gilles, ton coup de cœur cette semaine ? C'est Barn, le nouvel album de Neil Young. Alors j'ai un rapport assez difficile avec Neil Young, un peu compliqué, parce que d'abord c'est son album Harvest qui m'a donné envie de jouer de l'harmonica quand j'étais étudiant, et j'ai passé un mois avec Mac Music sur mon Mac 512 à essayer de déchiffrer l'intro de Out on the Weekend, le premier morceau de Harvest, avant de me rendre compte que il suffisait de jouer tout simplement le morceau, et l'impro de l'introduction arrivait toute seule. Et puis une deuxième truc, c'est que Neil Young, vous en souvenez peut-être, au moment de l'apogée de l'iPod en 2005, avait fait tout un scandale comme quoi la musique numérique et l'Apple Store en particulier, l'Apple Music Store en particulier, les morceaux qu'on y trouvait, et l'iPod était d'une qualité déplorable, et il avait lancé même son propre baladeur haute résolution. Tout à fait. Et là, il était en promo vendredi chez Augustin Trapenard sur France Inter, où il n'a pas pu s'empêcher de faire le même petit couplet sur la musique numérique. Et là, on le trouve sur le Apple Music. Il est dispo dès la sortie en Apple lossless haute qualité, et avec le Dolby Atmos. C'est pour ça qu'il l'a fait, parce que maintenant il y a le lossless, donc maintenant il peut plus dire que c'est pas de bonne qualité. Mais il a fait le petit couplet, n'empêche, vendredi, jour de la sortie de l'album. Mais je vous rassure, l'album, j'ai parlé d'Harvest, ressemble beaucoup à Harvest. Il est extrêmement agréable à écouter. Je vous le recommande. Voilà, Barn de Neil Young. Bon, j'avais prévu de vous dire, on fait des progrès, on a fait plus court sans faire trop court, mais en fait, je regarde la pendule et... Bon, on va se dire, les amis, que c'est une semaine de mise à jour, ça compte pas.
Ça compte pas parce que les semaines de mise à jour comme ça, on est obligé de les détailler. Et donc, voilà, je veux pas vous dire combien de temps on fait. Plus que ce qu'on avait prévu. Bon, c'était un premier essai. On fera mieux la semaine prochaine. En tout cas, l'actu Apple continue évidemment dès demain avec i5, votre dose Apple quotidienne, notre podcast de 5 minutes du lundi au vendredi avec l'essentiel de l'info Apple. Abonnez-vous sur Spotify et sur Apple Podcast, 4,99 par mois seulement pour plus de 20 épisodes par mois. Abonnez-vous aussi à iWeek, la semaine Apple, sur toutes les plateformes de podcast. Là, c'est complètement gratuit, mais on a quand même besoin de votre soutien. Patreon.com/iWeek, c'est l'adresse à utiliser. Vous donnez ce que vous voulez pour chaque épisode en fonction de votre plaisir à nous écouter d'avance. Merci. iWeek sur Twitter, @iWeekNews. Vous êtes très peu nombreux à retweeter nos infos. Alors quand vous voyez passer un tweet qui vous semble potentiellement important pour nous, aidez-nous, retweetez, partagez-le avec votre communauté. C'est aussi important pour nous que les euros que vous nous donnez peut-être déjà. Merci Fabrice Neumann d'avoir été à nouveau avec nous aujourd'hui dans iWeek. Un grand plaisir, comme d'habitude. Pour une petite dernière info, tu parlais d'i5 et pendant le Twitter Spaces d'avant l'enregistrement de cet épisode, on s'était posé la question de savoir si, quand on était abonné, c'était disponible dans le partage familial. Et je voulais remercier un des participants Twitter Spaces, Ch'ti Roazon, je crois que son vrai prénom c'est Fabien, qui a eu la bonne idée de vérifier et que effectivement, lorsqu'on est abonné à i5, c'est partageable avec tous les membres du partage familial. C'est une bonne nouvelle pour partager ça en famille sans payer plus. Absolument, voilà. C'est une très bonne info que tu repartages du coup avec la communauté iWeek. Fabrice, je ne l'ai pas précisé, tu es donc, je le reprécise, tu es mentor en technologie, tu es consultant indépendant, tu accompagnes des entreprises. Comment est-ce qu'on peut te joindre ? On peut me joindre en cherchant le nom de mon entreprise qui s'appelle Pro-Fusion Conseil au pluriel dans la région de Toulouse. On met ça dans Google et on va tomber sur mon site web et on trouvera tous les moyens pour me contacter si on le souhaite. Merci beaucoup. Génial Fabrice, un grand plaisir de t'accueillir à nouveau dans iWeek. Salut la team, on envoie une bise aux absents, à François Le Truedic, à Jean-Christophe Vigne, qui est toujours un peu dans ses cartons du côté de San Francisco. Je vous salue mes amis. Ellie, salut. À bientôt. Merci beaucoup à tous d'avoir été là encore une semaine avec nous. Merci à toi et merci beaucoup Gilles aussi d'avoir été au rendez-vous. C'était avec grand plaisir et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, on se retrouve donc jeudi prochain pour l'épisode 70. On sera à la veille du réveillon, ce sera le 23 décembre et on vous souhaite d'avance une bonne dernière ligne droite pour vos préparatifs et vos cadeaux. Passez une très bonne fin de semaine, un bon week-end et à jeudi prochain. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye.